Mesdames et messieurs, bonjour. C'est votre frère Eddy Mulunda. Aujourd'hui, nous avons un sujet qui dérange notre société locale sur le point de la corruption dans le secteur minier. Aujourd'hui, nous avons le privilège d'avoir un invité qui nous est depuis Lubumbashi et à qui nous allons nous échanger avec lui. Pourriez-vous vous présenter, s'il vous plaît? Léonard Zama. Je suis acteur de la société civile dans la province du Lualaba, directeur exécutif de l'initiative pour la protection des droits de l'homme et la réinsertion sociale IPEDOR ainsi. Notre question du jour était celle-ci. Quel impact réel dans la corruption dans les secteurs miniers sur les droits fondamentaux des communautés locales? Il est vrai que nous rappelons que nous célébrons la journée internationale pour la lutte contre la corruption. Il est vrai, comme vous l'avez dit, en République démocratique du Congo, si on peut énumérer quelques avancées significatives, je pense que nous avons une institution qui nous aide beaucoup plus. C'est l'initiative pour la transparence des industries extractives que nous appelons ITD. C'est grâce à cette institution que nous essayons, tant soit peu, favoriser la transparence. Cependant, il y a beaucoup de défis en termes que ce soit de la gouvernance, où il y a un peu l'absence d'impact significatif sur le terrain. Parce qu'on se rend compte qu'il y a des actes de corruption, il y a des actes de détournement, il y a aussi quelques individus qui sont extrêmement exposés, ne devant pas avoir par exemple des zones d'exploitation minière, mais aujourd'hui ils ont leur carré minier en train d'exploiter dans le secteur de la ressource naturelle. C'est ainsi pour nous, nous pensons qu'en analysant le défi, vous allez vous rendre compte qu'il y a plusieurs défis liés à la corruption, quelle que soit la volonté des autorités pour éradiquer ces phénomènes, mais on se rend compte qu'il n'y a que peu d'informations que nous avons. Il y a beaucoup plus d'opacité, surtout en termes de province. Il n'y a pas une consultation communautaire. Il n'y a pas aussi l'engagement citoyen pouvant pousser évidemment ce dirigeant à être redevable vis-à-vis des communautés. Et par conséquent, quand vous regardez, vous parlez tel que délocalisation. Comment on délocalise les communautés? Tu vas te rendre compte qu'il y a des actes de corruption. Il y a des arrangements. Vous allez vous rendre compte quand vous arrivez sur le terrain, les gens multiplient des fausses victimes. C'est-à-dire en passant par, on identifie avec une entreprise, on doit indemniser 100 personnes, mais on se rend compte que certains membres, entre guillemets, s'organisent de mentir, d'ajouter certaines personnes comme victimes, alors que cette responsabilité leur revient. Ça, c'est un aspect. Mais aussi, en termes, par exemple, de passation de marché, quand nous évaluons, il y a la gouvernance. Comment, à qui on donne le marché? Pour, par exemple, des infrastructures, tu vas te rendre compte que ça devient une situation de COP, d'un groupe d'individus qui tournent autour. Tu vas te rendre compte qu'il n'y a que certaines familles qui se retrouvent en République démocratique du Congo. Et certaines études partent même très loin. Ils nous disent qu'en République démocratique du Congo, s'il y a ceux qui bénéficient de la richesse, il n'y a que 26 familles. Alors quand vous essayez d'évaluer, tout ça, c'est lié à la corruption. Parce que le secteur qui génère beaucoup de recettes, c'est le secteur minier. Nous avons notre système déclaratif, le système fiscal congolais est déclaratif, qui est dépourvu de mécanismes de contrôle et de vérification plus efficaces pour éradiquer le phénomène de corruption. C'est ainsi que quand vous arrivez sur le terrain, nous prenons la province du Lualaba, vous avez les Hauts-Katanga,
il n'y a que des actes de corruption, il n'y a que des arrangements entre les individus. Certains se permettent même d'aller exploiter dans les zones de particuliers. Vous imaginez une entreprise qui a acquis correctement sa zone d'exploitation, et quand vous arrivez dans son carré minier, maintenant, il y a des individus, des militaires en train d'exploiter. Et quand tu les exploites, ils sont protégés, ils ont les noms d'individus qui sont derrière pour exploiter illégalement dans des concessions d'autrui, dans des sites d'autrui. Donc ça veut dire que on a tendance parfois à formaliser certains actes illégaux qu'on ne devait pas formaliser, mais on protège ces individus-là pour soit dépouiller des entreprises, et soit de l'autre côté aussi aider certaines familles. Mais par contre, quand vous regardez le cadre, par exemple, passation des marchés, vous avez le permis d'exploitation, comment sont donnés les permis d'exploitation. Nous intervenons dans plusieurs provinces. Vous arrivez à Chopo, il y a des gens qui exploitent nos minéraux sans avoir le permis d'exploitation et qu'ils sont soutenus par des individus par-ci, par-là. Voilà des actes de corruption que nous trouvons dans ces secteurs. Réformes ou actions concrètes recommandez-vous pour garantir à la fois la transparence minière et la protection des droits humains? En fait, la première des choses, il faut qu'il y ait la bonne volonté et la volonté politique. C'est-à-dire, si nous avons des autorités qui ont une politique générale sur la gouvernance minière, ils peuvent mettre des mécanismes, des stratégies pour éradiquer les phénomènes de corruption. Ils peuvent renforcer pour qu'il n'y ait pas ce que nous vivons aujourd'hui, les cas par exemple des invasions fiscales. Il y a des entreprises qui ne payent pas de taxes, droits et redevances sous l'applaudissement ou sous couvert de certaines autorités. Surtout ici à Kinshasa, vous allez vous rendre compte, quelqu'un, quand tu l'agis, c'est-à-dire chaque Chinois ou qui que ce soit qui vient exploiter, derrière lui, il y a des politiques qui les soutiennent. Et aujourd'hui, ces mécanismes, par exemple, on doit renforcer la transparence dans l'octroi de permis d'exploitation et de permis de recherche. Qui est-ce qu'on donne? Il faut qu'il y ait des études au préalable. Lorsqu'on a des études au préalable, on sait qu'il y a tel carré minier. Parce que en octroyant de carré minier sans vérification, ça crée des conflits. Parce que quand vous arrivez sur le terrain, il y a des conflits entre les communautés et le minier. Mais tout ça, le gouvernement doit mettre en place des mécanismes pour voir comment mener, par exemple, des médiations, mais aussi la consultation des communautés. À chaque fois qu'il y a un projet minier, il faut d'abord consulter au préalable les communautés pour émettre leur point de vue. Il faut qu'il y ait aussi des études d'impact environnemental et social. Il y a aussi le plan de gestion. Comment est-ce que l'entreprise prévoit? Et on doit publier ces informations. Mais malheureusement, vous allez vous rendre compte que nous avons beaucoup d'entreprises qui ne publient pas leurs études. Et là, on pense qu'il y a un peu de l'opacité. Mais les autorités aussi doivent nous aider. Il faut aider, par exemple, lancer des appels d'offres pour que les entrepreneurs que nous avons essayent de compétir, que les meilleurs l'emportent. Donc nous avons besoin aussi, même lors des nominations, il faut mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Et ce système, il faut aussi avoir quand même des lois spécifiques dans le cadre de la lutte contre la corruption qui sont illégales. Parce qu'il y a des compromis. Il y a des gens aussi qui envahissent ou qui viennent pour se construire des maisons dans le but d'être à la longue, être identifiés. Mais aussi dans le cadre des négociations du contrat. Quand vous prenez les contrats SICOMIN, vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui ont eu beaucoup d'argent
aujourd'hui cet argent que nous avons toujours réclamé, que l'ITE publie ce montant-là, le 21 millions, que les gens se sont distribués comme jetons de présence. Quel est ce travail? Quelqu'un peut faire pour une semaine ou un mois pour qu'on te paye 50 000 $. Il y a des gens qui ont eu de 50 000 $, c'est-à-dire c'est beaucoup d'argent. Mais aussi quand vous regardez la qualité des infrastructures qu'on nous donne et les montants affectés à ces infrastructures, vous sentez qu'il y a vraiment la corruption. Il y a de pratiques telles que la surfacturation et les gens, voilà de pratiques que nous constatons sur le terrain. Et aussi, on essaye de sacrifier la population parce que des consultations n'existent pas. Nous ne connaissons pas les montants, par exemple. Ils ont eu combien pour la redevance et comment est-ce qu'ils ont affecté ça? Les gens vous construisent des infrastructures, mais vous n'avez pas d'idée du chiffre. Le chiffre n'est pas communiqué. Tout ça, ce sont des pratiques de corruption. Et même quand vous regardez en termes de rémunération, regardez la plupart, le directeur, que ce soit les mandataires, comment est-ce que les gens se payent en millions au mépris des communautés. Et regardez quand vous arrivez sur le terrain, cet argent ne sert qu'à construire leurs bureaux, à s'acheter des voitures. Voilà ce pratique-là, alors qu'on devait renforcer beaucoup plus sur les infrastructures de base et quelle est la qualité. Nous avons aujourd'hui même des routes construites qui ne font que 6 mois et la route se détériorise. Et tout ça, ce sont des pratiques qui montrent que nous n'avons pas fait vraiment des efforts pour lutter contre la corruption. Et personnellement, je tiens à vous remercier. Comme aujourd'hui, c'est la journée internationale de la lutte contre la corruption, de m'avoir appelé en ligne pour ces échanges. Je pense que c'est vraiment crucial, c'est très important que nous faisons de notre mieux pour que ce pays se développe, pour que nous luttons contre la corruption, pour que ceux qui détournent le denier public soient arrêtés et jugés. Ils doivent répondre de leurs actes. Nous vous remercions d'avoir répondu à nos questions. Bonne suite des choses. Merci.